Gros week-end de sport auto, Jean-Louis, qui nous attend. De l'endurance au Nürburgring, de la Formule E à New York, de la F1 à Silverstone. Alors pourquoi déjà tout est aux mêmes dates? Et finalement, qu'est-ce qu'on regarde à quelle heure? Alors je regrette un peu cette conjugaison des dates, parce que franchement ça nuit à l'ensemble. Bien sûr que au-dessus de tout ça, il y aura le Grand Prix de Formule 1 à Silverstone, bien entendu, mais les 6 heures du Nürburgring, elles valent le coup. Et New York, en Formule électrique, il y a 2 courses. Vous savez que d'habitude c'est le samedi seulement, là une course le samedi, une course le dimanche. Il y a des pilotes qui font les deux, à la fois Buemi par exemple, l'endurance et la Formule électrique chez Renault. Donc tout ça crée des problèmes, alors que le week-end prochain, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc on aurait pu essayer d'améliorer les choses. Je sais que les calendriers, c'est très compliqué, mais là quand même, on aurait pu faire un effort, parce que tout ça, finalement, ça va nuire à la fois au Nürburgring et à la fois à la Formule électrique. Et donc, parce que la F1, ça reste malgré tout la F1, et c'est au-dessus en niveau audience. Donc, c'est très problématique. Le Grand Prix de Silverstone, c'est un peu le Grand Prix maison. Il y a les locaux de l'étape, toutes les écuries qui ont leur centre de développement là-bas. Il y a une ambiance particulière sur ce tracé? Oui, tout à fait, parce que les grandes équipes, tout au moins, payent des places pour leurs employés. Donc, vous avez posté dans des virages ceux de Red Bull. À côté, il y a ceux de Renault, puisque Renault a une usine de châssis là-bas. Il y a ceux de McLaren, il y a tout ça. C'est vraiment un condensé de ce que la Formule 1 peut trouver en Angleterre. Et quand même, on sait très bien que le nombre d'équipes britanniques est assez grand en espèces dans le Royaume-Uni. Et donc, ça donne une ambiance très particulière. Le circuit lui-même est un circuit historique. On sait que c'est le berceau du championnat du monde, ici même, en mai 1950, que ça a commencé. On sait aussi que c'est en 51, 14 juillet 51, que González a emporté la première victoire pour Ferrari dans le championnat du monde. Donc tout ça, c'est une ambiance très particulière, et je dois dire que ce qui est assez amusant, malgré tout, c'est que l'équipe qui a le plus de victoires en Grande-Bretagne, c'est Ferrari. Comme d'ailleurs, les pilotes qui ont le plus de victoires en Grande-Bretagne en général, et pas seulement à Silverstone, c'est Jim Clark et Alain Prost. Donc voilà, on est dans une ambiance historique. Vous parliez d'histoire, c'est donc un Grand Prix qui a toujours été au calendrier, et peut-être qu'à l'avenir, ce ne sera plus le cas? Oui, alors ça, je regrette profondément ce qu'ont fait les dirigeants du BRDC, du British Racing Drivers Club, qui dirige Silverstone, à savoir que d'ores et déjà, ils ont commencé par un coup de force, si je puis dire, à négocier avec Liberty Media, qui est le nouveau propriétaire des droits commerciaux de la Formule 1. Ce n'est pas très adroit, parce que ça va gâcher un peu la fête du Grand Prix. D'ores et déjà, ils disent « Ah oui, mais nous, on mettra moins d'argent, parce que sinon, on va en perdre, etc. etc. » Vous savez, des garçons comme Christian Horner, le patron de Red Bull, Renault, dans la seconde, ils ont sauté dans le coin. Et ils ont dit « C'est pas grave, on fera un Grand Prix à Londres. » Alors là, on rentre dans le pataquès britannique. Londres, on peut faire un Grand Prix. Vous vous rendez compte, un Grand Prix de F1 à Londres, ça serait formidable. Et d'ailleurs, ils n'ont pas hésité un seul instant. Ils ont fait une démonstration de Formule 1 à Londres le mercredi. Donc, c'est absolument extraordinaire que le BRDC se soit trompé à ce point-là. Je crois qu'il devrait négocier plutôt en sous-main et discrètement avec Liberty Media pour essayer d'obtenir des tarifs préférentiels et ne pas faire de coup de force. Le tracé de Silverstone, il est réputé pour plusieurs choses, ses longues courbes et son revêtement très abrasif. Est-ce qu'il a d'autres particularités? Mais abrasif, déjà, vous l'avez dit, Géraldine, c'est important parce que dans les pneus, on monte en gamme parce que c'est très abrasif. Ce seront les médiums qui seront les plus durs. Et vous savez que les grandes courbes de Silverstone mettent à mal les pneus Pirelli. On a déjà eu la démonstration. Donc il faut faire attention à ça. Ce qui est important quand même à Silverstone, c'est finalement aussi ces grandes courbes. Parce que quand vous passez à Copse, j'ouvre une parenthèse, Copse qui va peut-être se négocier en 8e, c'est-à-dire à plus de 300 km/h, ce qui en fera la courbe la plus difficile et la plus rapide du championnat du monde. Je referme la parenthèse. Vous avez ensuite l'enchaînement Magog-Beckett-Chapelle, absolument formidable. Le freinage de Stowe. Tout ça, met les pneus à mal, mais c'est un régal pour les pilotes. Ce n'est pas vraiment un régal pour les spectateurs, parce qu'il y a peu d'endroits pour dépasser, mais quand même, ça reste un berceau absolument formidable du talent des pilotes de Formule 1. Mais s'il y a un peu de pluie, ça va pimenter le tout, ce sera super pour les spectateurs. S'il y a de la pluie, c'est ce qui est prévu, comme souvent. Mais vous savez, c'est souvent une averse, un coup de soleil. Le problème, c'est que Silverstone, on le sait, et ça fait rire tous mes amis anglais, il n'y a pas de colline autour. Donc le vent souffle
plein badin, et il y pleut à l'horizontale, c'est ce qui fait rire les Anglais, et donc ça crée d'énormes perturbations. Ça peut arriver, encore ce week-end, moi j'ai vu des Grands Prix dont le départ a été retardé, tellement il pleuvait. Donc on peut s'attendre à tout à Silverstone. Le départ sera donné le 16 juillet 2017. En 1977, donc il y a 40 ans jour pour jour, c'était Renault qui s'engageait pour la première fois dans l'aventure F1 avec la RS 01, Jean-Pierre Jabouille, etc. Jean-Louis, j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu sur les débuts de Renault en F1 et surtout le surnom de cette monoplace, Yellow Teapot. Alors, elle avait fait des essais avant. Et c'est vrai que le moteur turbo, c'était compliqué. C'était un petit 1500 cm3 V6, avec le temps de réponse d'un énorme turbo. Donc, de temps en temps, les pilotes appuyaient, il ne se passait rien. Puis au moment où ils avaient vraiment appuyé, la puissance arrivait d'un coup, il fallait déjà freiner. C'était très complexe à conduire. Et là-dessus, Jean-Pierre Jabouille s'est assez bien débrouillé. Dès qu'il y a eu 2 turbos, ça a été complètement différent. C'était une équipe de passionnés. Gérard Larousse, François Castin, Jean-Pierre Menrad, tous ces garçons, Jean-Claude Guénard également, tous ces garçons étaient autour. Michelin débutait également. Il y avait autour de la Renault un engouement extraordinaire, sauf pour les Anglais. Et je rappelle que Jean-Pierre Jabouille, qui a été le premier pilote de cette Renault, le 16 juillet 1977, imite très bien Ken Tyrrell, à l'époque qui était quand même une voix dans la Formule 1, qui à chaque passage de la Renault se moquait d'elle, en se pliant de rire en deux, en se forçant à rire. Mais quand ça a commencé à gagner, ça a été une autre histoire. Alors donc, 16 juillet 1977, c'est une date historique pour la F1, puisque maintenant, le turbo, finalement, n'a jamais lâché. Pour en revenir au mot rigolo, entre guillemets, des Anglais de Yellow Teapot, c'est parce que, effectivement, Renault avait cassé beaucoup de moteurs et allait continuer à en casser. Et à chaque fois, forcément, ça fumait. Et comme la voiture était jaune, les Anglais ne pouvaient pas s'empêcher de l'appeler la théière jaune. D'ailleurs, je crois que, finalement, Renault, aujourd'hui, a assez bien répondu à tout cela en faisant une de théière pour leur montrer que, finalement, ils avaient ouvert la voie, ils avaient ouvert une voie historique qui est toujours en fonction. Un autre anniversaire qu'on fête à Silverstone, c'est celui de Williams. Williams, c'est un peu différent, parce que déjà, il y a eu l'époque Frank Williams lui-même qui faisait courir des pilotes, ses amis, qui vendaient ses cravates pour pouvoir les faire courir. Et puis après, il y a eu l'équipe Williams qui a vraiment démarré, grâce d'ailleurs, il faut le dire, à Mansour Roger, qui a apporté de l'argent dans cette équipe avant d'en mettre chez McLaren. Mais ce que Frank Williams et l'équipe Williams veulent fêter à Silverstone, c'est leur 100e Grand Prix, pour de bon, et qui a marqué la première victoire de Williams avec une voiture à effet de sol. Et c'est un vieil ami à nous qui, hélas, nous a quittés, Claire Regazzoni, qui avait remporté cette victoire. Et après, Alan Jones allait lui succéder pour devenir champion du monde. Donc, il y a une vraie histoire du 100e Grand Prix de Williams à Silverstone. Et c'est ça qu'on va un peu honorer du côté de l'équipe Williams lors de ce Grand Prix. Allez, dernière question, elle concerne Frédéric Vasseur. Il a quitté Renault, il va rejoindre Sauber. Quelles sont ses attributions dans cette nouvelle écurie? Alors, il faut dire que ça le titillait de revenir en Formule 1. Frédéric Vasseur, c'est le fondateur d'ART. Ça, c'est une boîte qui marche impeccable. C'est le fondateur de Spark. C'est le constructeur des formules électriques. Tout ça, ça va. Il a goûté à la Formule 1, Fred. Et une fois qu'on a goûté à la Formule 1 à son poste de team principal, donc quasiment de grand patron, c'est difficile de laisser les choses en plan. Sauber lui a tout de suite offert quelque chose dès son départ de Renault. Mais il a beaucoup hésité parce qu'il faut quand même aller à Hainneville, près de Zurich. Il faut savoir également qu'il y avait à l'époque encore Monisha Kaltenbrunn. Tout ça, c'était un peu de la politique et en même temps du commercial. Il fallait tout voir au sein de Sauber. Là, maintenant, se pose pour lui une question, c'est le moteur Honda ou le moteur Mercedes. Si ce n'est pas Honda, parce que je pense qu'ils peuvent arrêter le contrat avec Honda, ils peuvent avoir un Mercedes parce que Fred Vasseur est très proche de Toto Wolff. Mais il faut que ça marche quand même. Cela dit, il va partir de zéro. Il va falloir reconstruire l'équipe avec des avantages malgré tout. Que ce soit un moteur Honda, un moteur Ferrari ou un moteur Mercedes, il faut se rappeler que la plus belle soufflerie de Formule 1, elle est chez Sauber. Et avec ça, Frédéric Vasseur, il va pouvoir faire plein de choses. Moi, je suis content au final d'avoir encore un Français qui intègre la Formule 1 à un niveau important comme Éric Boulier ou comme l'équipe Renault. Parce que quand même, ça nous aide beaucoup, nous, dans notre métier, je dis ça de façon égoïste.